On commence avec vous, Myriam Maestroni. Alors, on ne va pas refaire le constat sur les dégâts de l'économie productiviste. Grosso modo, vous nous dites, et c'est ça votre promesse, que grosso modo, entre la décroissance dure, douloureuse, pénible, triste, et l'économie productiviste carbonée qu'on connaît aujourd'hui, il y a bien un chemin pour réussir cette transition. Oui, je crois qu'il faut arrêter, et c'est pour la raison pour laquelle on a écrit ce livre, d'opposer économie et climat, croissance et planète, pour essayer de réconcilier et de cesser un petit peu les partis pris des uns et des autres qui s'opposent systématiquement, quand on a plus besoin que jamais d'unir nos forces et de trouver une voie du milieu qui finalement nous permettrait d'avancer plutôt que de s'opposer les uns aux autres. Alors, vous partez quand même d'un certain nombre de constats intéressants et notamment sur le gain que nous rapporte aujourd'hui la surconsommation. Vous utilisez cette notion dans le livre qui est la courbe champagne, la champagne curve. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que cette courbe, parce qu'elle est quand même très importante dans votre raisonnement. Oui, c'est vrai. En fait, le bilan sur l'économie productiviste est assez paradoxal. On ne va pas cracher dans la soupe. C'est quand même grâce à l'économie productiviste qu'on est aujourd'hui où on en est de l'économie. On a, Ouais, on a eu l'accès à la médecine, à tous la les progrès, santé. Tous les etc., niveau de progrès sont vie, là. etc. Mais je crois qu'on arrive à un moment où on est un peu à bout de souffle. On est dans une phase de déclin. Et donc, comment réussir à reprendre un peu d'envol et de souffle avec une économie plus sobre où on sort de cette équation extraire, produire, consommer, jeter et peut-être avoir une façon d'apprécier ce que l'on va consommer. Cette champagne curve, en fait, elle est basée sur l'idée de la théorie marginale. Quand je suis dans le désert et que je bois un verre d'eau, il a un prix très élevé. À mon 10e verre d'eau, le prix n'est pas le même. Donc, est-ce que finalement, on est plus heureux parce qu'on va consommer plus, ou est-ce que, et c'est un élément clé, vous avez raison, une tonne de carbone qui paraît la solution idéale pour pricer cette externalité qu'est le CO2, et le même quand on va construire un hôpital en Afrique ou quand on va consulter ChatGPT pour savoir quels seront les menus de la semaine. Donc, il y a un peu ces réflexions pour ramener de la raison. Certains l'appellent l'économie frugale, d'autres vont l'appeler la sobriété, l'économie plus sobre. On peut l'appeler l'économie du discernement. Je crois qu'il nous appartient à chacun, et ça va demander beaucoup de leadership, qui est une dimension extrêmement importante pour moi, d'avoir cette capacité à choisir entre des choses, pourquoi nous consommons ce que nous consommons et comment nous consommons. Et je crois que ça va apporter de la valeur par rapport à beaucoup consommer et consommer toujours plus et sans véritablement s'attacher à la qualité de ce que l'on consomme. Mais quand on voit ce qui est censé coûter la transition écologique, sans générer dans un premier temps, si je me réfère aux travaux académiques, des gains de productivité considérables, on se dit finalement entre ce qui est nécessaire sur le plan écologique et ce qui est acceptable par la société, par les consommateurs, par les entreprises. Il y a quand même un énorme gap aujourd'hui. Je voudrais savoir comment vous le comblez. Est-ce que vous le comblez, par exemple, par la technologie? Est-ce que vous le comblez de manière un peu forcée via la fiscalité? Comment est-ce qu'on peut infléchir aujourd'hui les comportements des consommateurs et des Je vais entreprises? prendre un exemple que je connais bien sur la rénovation des logements. Je crois que tout le monde a compris que vivre dans un logement, on va dire un G pour donner une lettre, qui est 6 à Ouais, 10 fois plus, une 6 passoire à 9 thermique, fois, quoi. passoire thermique, Ouais. 6 à 9 fois plus consommateur d'énergie qu'un logement qui serait construit en A, ben, ça coûte plus cher que d'investir pour rendre ce logement un peu plus sobre. Mm. Et finalement, on passe d'une économie où on va avoir des dépenses, des coûts, vers une économie où on va investir. Mais cet investissement, il va créer des emplois locaux non délocalisables et il va finalement contribuer à rebooster l'économie. Encore faut-il qu'on prenne en compte l'ensemble de l'écosystème, que la fiscalité soit bien orientée, que effectivement les gens voient réellement, et c'est le cas aujourd'hui, que leurs logements vont coûter moins cher s'ils sont en G, parce que personne n'est prêt à payer pour une passoire thermique le même prix que pour une maison qui serait faite neuve avec les nouvelles normes. Et puis, au final, cette idée de coût versus investissement est une clé dans cette économie-là. C'est la même chose pour le pétrole ou le gaz que l'on va importer, a fortiori aujourd'hui dans le contexte géopolitique actuel où les prix ont augmenté considérablement. Et
le fait d'investir dans des infrastructures pour produire de l'énergie, du biogaz, du biométhane, ou pour produire de l'électricité avec toutes les sources d'énergie renouvelable dont nous disposons aujourd'hui. Est-ce que vous avez une baguette magique en matière de financement? Comment on fait? Parce qu'on voit bien l'intérêt à long terme et les gains à long terme. La question, c'est Alors, toujours fin du monde, fin du mois. déjà, c'est plus facile ça va paraître une évidence ce que je vais dire, mais en fait, c'est plus facile de financer des investissements que des coûts. Parce que c'est quand même beaucoup plus logique de mobiliser de l'argent qui va servir à investir dans des infrastructures. Et aujourd'hui, c'est bien ce dont on parle. Quand on voit le bilan, la balance commerciale de la France qui est déficitaire de façon chronique depuis 2004, à un certain moment, parce que nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de gaz ou peu de charbon, ça n'a pas de logique non plus de continuer à importer du gaz de schiste américain qui est interdit chez nous, qui est 3 fois plus carboné, 3 fois plus cher. Donc, à un certain moment, on va être dans l'obligation Alors, d'investir pour des structures de production électrique. d'accord, Myriam Maestrani, mais comment vous faites pour convaincre les ménages, par exemple, d'investir? Vous parlez beaucoup dans votre livre, et c'est un concept intéressant d'ailleurs, de l'économie du discernement. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est donner envie, rendre désirable. Il faut qu'on voit un bénéfice, même s'il n'est pas immédiat. Quand on va réparer une maison, parce que ça parle au ménage, bah, évidemment, il va falloir sortir de l'argent, il va falloir faire appel à la banque ou aux aides, aux subventions, il va falloir payer du reste à charge. Mais en même temps, on a une valeur verte et cette maison, qu'on la transmette à ses enfants ou qu'on doive la vendre ou la louer, va avoir une autre valeur. Donc, on va différer cette valeur. C'est un des grands dilemmes que l'on a Mmh. aujourd'hui, le fait de devoir payer tout de suite ou investir de l'argent avec des effets qui se situent un peu plus tard dans le temps. Donc, je crois qu'il faut redonner envie. Je crois qu'on a eu beaucoup d'injonctions sur les consommateurs, sur les Français et en général sur les Européens. Et finalement, on s'aperçoit que c'est une force vive capable de réagir. Quand on a eu la crise en Ukraine et qu'on a demandé à tous les Français de faire des efforts, à tous les Européens, on a fait moins 15% d'économie d'énergie. L'économie d'énergie, c'est fantastique, hein, c'est l'énergie qui émet le moins, qui est la moins chère. Et Ouais, mais ça, c'est la magie des prix. oui, C'est-à-dire, oui et c'est non. parce qu'il y a eu un effet prix Mais il n'y a pas eu que que les l'effet prix, comportements se parce que sont adaptés. regardez, là, on n'est pas dans le temps des gilets jaunes, on a un recul sur les consommations, mais ce n'est pas que ça. C'est que les gens ont envie de se sentir utiles, ont envie de faire des efforts. Je crois qu'on est beaucoup dans une économie d'offres, et à un certain moment, il faut aussi s'interroger sur la demande, et de quoi les gens ont envie, et comment on va leur expliquer de façon pédagogique qu'ils ont un rôle à jouer. Alors justement, un des points sur lesquels votre livre se distingue aussi, c'est vraiment l'accent que vous mettez sur la complémentarité entre les échelons de décision locaux, nationaux et supranationaux. Oui, parce que les territoires, en fait, dans cette transition, on va avoir de l'énergie produite de façon centralisée, mais on va aussi avoir des énergies décentralisées. On va pas. Moi, je viens des Pyrénées, où on est le berceau en France des énergies renouvelables du solaire. Le four solaire d'Odeillo, de Thémis, ben, on a historiquement cette culture pour pouvoir faire de l'énergie des vagues à La Rochelle, de l'énergie photovoltaïque dans les Pyrénées ou ailleurs, de l'éolien onshore ou offshore. On a en France un territoire marin qui est parmi les plus grands au monde. Et donc finalement, voilà, on va avancer avec cette idée de décentraliser. Et là, il faut repartir sur la maille locale. Mais la maille locale a besoin, évidemment, d'être articulée avec des politiques nationales. Aujourd'hui, en France, pour faire une installation en photovoltaïque, c'est entre 11 à 15 ans, sauf à y associer les citoyens, où on peut réduire le temps administratif. C'est juste énorme. Et on a évidemment les directives européennes et il faut articuler tout ça. Donc on a la loi d'un côté et puis les enchaînements politiques et les articulations avec les consommateurs qui restent un peu les grands exclus, qui finalement étaient juste bons à payer des factures et qu'on doit rendre plus actifs et qui le Le feront. prix mondial du carbone, c'est une bonne idée ou... A priori, comme ça, c'est une bonne idée, mais dans la pratique, non. On aimerait tous avoir des solutions faciles, Ouais. miracles, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure. La tonne de carbone a une valeur pondérée en fonction de l'usage, de la consommation qui va provoquer l'émission de cette tonne de carbone. Donc, on aimerait bien trouver des solutions miracles, mais il va falloir un peu plus aller dans la complexité. Mais je ne suis pas capable de vous dire, en fait, s'il est trop tôt ou trop tard.
C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il est trop tard? C'est-à-dire, est-ce que quoi qu'on fasse, c'est foutu sur le plan, de la transition écologique? Ou est-ce qu'il est trop tôt, au sens où, en gros, ça n'a pas encore été assez mal pour qu'on prenne conscience qu'il est vraiment urgent de changer les comportements? Mais en fait, je pense que c'est vous avez raison, pour le climat, c'est, ou trop tôt ou trop tard, je ne sais pas, mais aujourd'hui, là, ce problème avec le climat vient s'articuler avec un problème géopolitique qui finalement met notre Europe, qui a été la première à dire en 2019: «Nous serons carbone neutre», entre le marteau des pétrodollars américains et des électro-yuan chinois. Donc il faut peut-être qu'on trouve un espace là-dedans, sinon on va prendre des coups partout. Et dans ce cas, quand on dit est-ce qu'on a besoin de souveraineté, de compétitivité pour relancer l'économie, et en plus il y a le climat qui devient la cerise sur le gâteau, on s'aperçoit qu'il y a une conjonction favorable pour peut-être pousser les gens à agir. Est-ce qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont des modèles, qui ont Bien choisi, sûr, qui ont emprunté les bons chemins, bien plutôt que sûr. les chemins des injonctions un peu bêtes qu'on Ben, nous si a on souvent regarde les imposées? pays du Nord aujourd'hui, comme la Suède par exemple, la Suède est capable de proposer une offre en acier vert parce qu'elle a un accès à Mmh. des énergies renouvelables très peu chères. La Chine vient de lancer un plan, au-delà de son plan d'éco-civilisation. C'est quand même remarquable ce qu'a fait la Chine, on est d'accord ou pas. Mais en 2014, elle était accusée dans tous les journaux d'avoir les pires teneurs en CO2 et en polluants de l'atmosphérique. En 2018, ils lançaient l'éco-civilisation. 2025, ils sont devenus leaders dans tous les secteurs. Ouais. Donc il y a une vision, il y a un narratif, il y a un récit de société qu'on doit changer. On ne peut pas continuer à voir ceux qui ont raison, les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. On est obligé d'aller vers des choses un peu plus raisonnables, à un moment où on en a vraiment besoin, comme je le disais. De l'économie, Myriam Maestroni? Oui, je pense qu'on a un peu plus d'investissements sensés à faire. J'espère qu'il y aura moins d'éléphants blancs, mais quand même, il y a un risque parce qu'il faut absolument qu'on investisse en prenant en compte la demande, ce qui est quelque chose qu'on a un peu oublié, puisqu'à l'époque, on faisait des infrastructures et on oubliait de prendre en compte qui allait les utiliser. Donc, c'est des dimensions qu'il faut croiser parce que tous les secteurs ont à apprendre les uns des autres en fonction des enseignements récupérés. Mais ce qui est sûr, c'est que dans une logique d'investissement, on doit, à un moment donné, s'assurer que ça va être utilisé intelligemment. Ça revient un peu à notre... Mais c'est vrai que toute la dimension pédagogie, finalement, la dimension Et le un peu récit, la vision. récit, et cetera, le marketing et la pub ont un très grand rôle, à jouer. Merci beaucoup à tous les 2. Je cite, vos 2 livres à nouveau, Raphaël Borouman et Myriam Maestroni. Économie et climat, le faux dilemme, c'est aux éditions de Bois Supérieur. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.